Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Denise Epoté de TV5 Monde, Vincent Hugeux, l'Express et Fatimata Ouansanya de France 24. Et c'est autour de trois sujets cette semaine. En Gambie, des arrestations et des morts suspects d'opposants sous ce règne de fer de Yahya Jammeh au Congo-Brazzaville. Des inquiétudes à propos des représailles militaires post-électorales dans la préfecture du Poul, c'est dans le sud du pays. Et puis la photographie malienne en deuil après la mort de Malik Sidibé. Elle est aussi à l'honneur, cette photographie malienne, à Paris, avec la grande exposition Sédou Keïta. Ça se passe au Grand Palais. Trois opposants donc morts en détention et plusieurs dizaines d'autres arrêtés. Ces pratiques nord-coréennes, Denise, ont cours en Gambie, où règne sans partage Yahya Jammeh depuis quelques 21 ans. On regarde d'abord le sujet résumé par Emmanuel Godard de TV5 Monde. Elle préfère témoigner de façon anonyme. Elle est de la famille de Solo Sanding. Cet opposant arrêté est mort en détention samedi dernier. Elle vit au Sénégal depuis 2006 et selon ses informations, l'opposant a été torturé à mort et la famille ne peut pas récupérer sa dépouille. Ce n'est pas la première fois que ma famille a subi ce genre de situation. Il y a quelques années, il y a un de nos cousins qui a été arrêté, accusé à tort, arrêté, torturé, et qui est mort quelques mois plus tard. Donc, avoir déjà vécu ça et revivre ça actuellement, ça ne fait qu'amplifier la douleur, mais en fait, je suis convaincue que je dois continuer à me battre. Des opposants défilent dans les rues de Banjul contre le régime de Yahya Jammeh. Apparemment, des tirs à balles réelles. Le responsable du Parti démocratique uni, Solo Sanding, est arrêté avec plusieurs autres personnes. Il meurt en prison, ainsi que deux autres opposants. Interdiction de manifester, la répression est féroce, contre la presse aussi. Réaction immédiate de l'ONU et d'Amnesty, qui demandent l'ouverture d'une enquête et la libération de tous les opposants encore détenus. Le président Yahya Jammeh brigue un 5e mandat, mais cette fois, le peuple semble bien être sorti de ses gonds. Voilà, ce cauchemar gambien a un nom, Denise Epoté, c'est Yahya Jammeh, 50 ans, dont presque la moitié passée au pouvoir, dans cet État anglophone lové, dans le territoire sénégalais. Yahya Jammeh, un homme imprévisible, arrivé au pouvoir par un coup d'État, une caricature de dictateur qui entend y rester, qui entend garder le pouvoir, car cette vague de répression intervient, on l'a entendu dans le sujet, intervient à quelques mois seulement de l'élection présidentielle de décembre prochain. C'est vrai, elles interviennent à quelques mois de l'élection de décembre, mais comme le disait la jeune femme qui témoignait dans le reportage, les dérives dictatoriales de Yahya Jammeh ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ont toujours été dénoncées par des ONG, mais sans que la communauté internationale, mais surtout l'Union africaine, pas plus que la CEDEAO ne s'en inquiète. Et même si le sort de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest ne semble intéresser personne, on se rend compte aujourd'hui qu'il ne peut pas échapper au remous qu'exige le désir de démocratie de la population gambienne aujourd'hui. Solo Sanding en a payé le prix, très lourdement d'ailleurs, puisque c'est lui qui a organisé la manifestation qui visait à réclamer plus de transparence pour le scrutin de décembre. Et à la longue, on voit bien que la pression sociale finira par avoir raison de Yahya Jammeh, car sur la scène internationale, il n'est pas très soutenu, même si il y a quelques mois, il a décrété l'État islamique. On voit bien que les pays arabes ne lui apportent pas leur soutien. Alors, cette répression, Fatimata, vise principalement le Parti démocratique uni, qui est la principale force d'opposition. L'ONU a donc réclamé une enquête indépendante sur ces morts d'opposants, mais rien de tel de la part de l'Union africaine, alors que c'est à Banjul que siège la commission de l'Union africaine des peuples et des droits de l'homme et des peuples. Oui, alors c'est pas la première fois que l'Union africaine fera preuve de surdité sélective. Ce qui est sûr, c'est que moi, ce qui me frappe dans le cas de Yahya Jammeh, c'est une question de la résistible, si vous voulez, ascension de Yahya Jammeh, comme Bertolt Brecht l'a écrit sur Arthur Rouy
en parlant d'Hitler en 1941. Dès 1994, Yahya Jammeh, en arrivant au pouvoir à la faveur de ce coup d'État, a posé les premiers pas de cette dérive dictatoriale. On le savait. Quand il dit de façon très autoritaire, il interdit les extensions capillaires, les produits éclaircissants, etc., qui sont de toute façon néfastes pour la santé, mais de façon très autoritaire. Et à l'époque, je me souviens que la communauté nationale et africaine plus largement, applaudissait les deux mains sur un africanisme un peu retrouvé, une sorte de nostalgie comme ça, un peu mal placée, en disant finalement, cet homme, il est quand même assez nouveau, il va sortir quelque chose de la Gambie, finalement sortir de l'ombre, etc. On a vu dès l'époque, ses premières prises de position étaient autocratiques. Finalement, la mort de ce pauvre Solo Sandeng, ce n'est que le parachèvement de son œuvre dictatoriale déjà bien assise. Une illustration, oui. Vincent ? Tradition tenace, ce n'est pas céder aux sirènes du corporatisme que de rappeler que dès décembre 2004, Deïda Aidara, qui est un peu le doyen du journalisme gambien, est assassiné sur ordre de la présidence, vraisemblablement par ce qu'on appelle la Patriot Team, qui est une unité spéciale chargée de la répression. Un autre jeune confrère, moins connu, Chief Mané, disparaît, lui vraisemblablement tué à coups de marteau par la même unité, et dont le cadavre a sans doute été lâché dans un puits d'un village casamançais. Alors, jusqu'alors, la relative mansuétude dont avait bénéficié Jammeh, à mon avis, renvoyait à ce côté ubuesque, orwellien certes, mais ubuesque. Le président qui apparaît à la télévision nationale pour dispenser ses bienfaits de roi thaumaturge avec un onguent verdâtre qui est censé guérir tous les maux, y compris le sida. Et avec obligation d'ailleurs d'en acquérir des stocks. Et puis, si vous voulez, ce côté ubuesque, on le retrouve dans d'autres aspects du personnage. Mais au fond, souvenons-nous que Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale nationale, a été ministre de la Justice. Absolument. De Gambie. Elle serait peut-être bien inspirée maintenant d'ouvrir une instruction, une enquête sur un régime qu'elle connaît mieux que personne. Voilà. Alors Yahya Jammeh, je le disais, imprévisible, Denise, car du jour au lendemain, il a imposé unilatéralement des taxes faramineuses aux transporteurs routiers sénégalais. C'est aussi celui qui a imposé comme ça, unilatéralement, sans consulter son peuple, la République islamique de Gambie, avec à la clé la loi islamique, c'est-à-dire la charia. République islamique, mais aussi imposition du voile à toutes les femmes, qui, dans l'administration gambienne. L'affaire des taxes, elle survient, l'explication qu'on donne en Gambie, à Banjul, c'est que c'est pour s'aligner sur la hausse des taxes au Sénégal, mais rien à voir avec la surexposition aujourd'hui en Gambie, puisqu'on voit que les taxes sont passées de 400 à 400 000 francs pour les camions qui partent du Sénégal et qui n'ont pas d'autre chemin pour traverser le Sénégal, puisque vous savez bien que la Gambie est une enclave au sein du Sénégal, et donc tous les problèmes pour rejoindre le sud du Sénégal, notamment la Casamance, les camionneurs sénégalais sont obligés ou d'emprunter le bac ou un pont qui n'a jamais vu le jour, entre le Sénégal et la Gambie. Ça allonge considérablement évidemment le temps de trajet. Absolument. Et rappelez que 35% des échanges commerciaux de la Gambie ont lieu avec le Sénégal. Donc en fait, il se tire une balle dans le pied lui-même. Et combien de temps le Sénégal va endurer cette attitude de Yahya Jammeh? C'est sans doute une clé de cette équation. Un peu d'histoire. Souvenons-nous de cette fameuse confédération sénégambienne. Bon, éphémère. 82-89 officiellement, mais elle n'est jamais entrée dans les faits. Il s'agissait à l'époque de contribuer au désenclavement du Sénégal, notamment sur le plan du transport, des échanges, des communications et des affaires étrangères. Bon, ensuite, on constate que c'est au fond un projet un peu chimérique et tout ça disparaît. Mais souvenons-nous quand même aussi que l'une des raisons pour lesquelles il y a des tensions récurrenti entre Banjul et Dakar, c'est les suspicions réciproques. On soupçonne évidemment pour d'assez bonnes raisons Jammeh d'avoir épaulé l'aile la plus radicale du MFDC, donc des sécessionnistes casamançais. De même, il y a eu condamnation à mort de 2 Sénégalais récemment dans des circonstances assez obscures. Ce fameux pont dont on parle, on a posé la première pierre en février 2015, on attend toujours de poser la seconde. Donc je crois que le voisin sénégalais, même si au début du mandat de Macky Sall, il a semblé faire preuve d'un peu de patience et de mansuétude, il va finir par se lasser. Parce que là,
là, on n'est plus du tout dans des tensions, je dirais, un peu feuilletonesques. On est dans quelque chose qui touche à l'essence même de la géopolitique locale. Voilà. Afrique Presse, RFI, TV5 Monde, et l'on passe au Congo-Brazzaville à propos donc de cette intervention armée depuis près de 3 semaines dans le Poul, une préfecture du sud du pays. Cette intervention, cette répression vise des partisans du pasteur Toumi, lequel est accusé d'avoir attaqué le 4 avril Brazzaville, la capitale, après la réélection contestée de Denis Sassou Nguesso. Denise, alors, Amnesty International dénonce des frappes aériennes aveugles. L'ONU, là aussi, réclame une enquête neutre, mais pour l'instant, seule l'ONG Caritas a été autorisée par les autorités congolaises à se rendre dans le Poul. Et à ce jour, Caritas ne parle que de déplacés et ne parle pas de victimes, alors qu'on donne des chiffres entre 17 et 30 morts. Oui, c'est vrai, mais à Brazzaville, on vous dira, ce qui se passe dans le Poul ne nous empêche pas de vivre, puisqu'on voit bien que les manifestations dans le Poul n'ont pas empêché la cérémonie d'investiture de Denis Sassou Nguesso samedi dernier. Et jusqu'à présent, ces répressions militaires dans le Poul n'ont pas été dénoncées. Elles ont été timidement jusqu'à l'envoi récent de la mission de Caritas. Mais de tout temps, le Poul a été une région qui a été un peu l'épicentre des crises politiques au Congo. Notamment dans les années 90. Bernard Kolela, mais également le pasteur Toumi, jusqu'à ce qu'il ne se rallie à Denis Sassou Nguesso en devenant notamment des conseillers à la présidence. Et ce qui choque aujourd'hui, c'est qu'en l'absence du leader, justement, du Poul, le pasteur Toumi, qui est réfugié quelque part, mais surtout pas dans le Poul, ce soit des populations totalement démunies sur lesquelles l'armée tape aujourd'hui. Ah oui. Alors, des tirs d'hélicoptères, alors on nous dit que ce sont des sites de commandement du pasteur Toumi, mais beaucoup en doutent. Il y a même des religieux localement qui témoignent et qui donnent des informations plutôt inquiétantes. Absolument. Les informations relayées par Amnesty International qui a récolté des témoignages parlent effectivement d'églises, parlent d'écoles, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations claires et précises là-dessus. Mais en tout état de cause, ça me rappelle, moi, les disparitions du Beach. Parce que finalement, ce qui est toujours sous l'ère Sassou Nguesso, ce sont ces fameux ninjas, dont on dit que ce sont donc évidemment... que ce soit les proches du pasteur Toumi ou de Kolela, l'histoire se répète. Je rappelle qu'à l'époque, le procès qui a eu lieu en 2005 a vu la condamnation de 16 hauts dirigeants congolais qui sont condamnés finalement à retourner à leur vie comme si de rien n'était. Finalement, 353 disparus. Voilà, le Beach était ça. Et encore toujours le même... On peut dire que finalement, Sassou Nguesso, il a... la rancune tenace, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, dans son discours d'investiture samedi, Vincent, le président Denis Sassou Nguesso, a promis, je cite, une nouvelle ère démocratique aux Congolais. Alors, visiblement, il subsiste un grand écart, hélas, entre les paroles et les actes de ces forces sécuritaires. Je me demande à quel point Sassou Nguesso et son entourage mesurent ou pas le caractère absurde de ce discours. Car au fond, en promettant demain de lutter contre la gabegie, la corruption, la fraude, l'impéritie, l'incurie, le chômage de la jeunesse, 60% des jeunes Congolais sont aujourd'hui au chômage, il dessine les contours de l'échec de sa gouvernance. Car au fond, depuis 1979, il a été le maître absolu du Congo-Brazza pendant 32 années. Comment nous convaincre qu'il fera demain ce qu'il n'a pas été capable de faire à une époque où la manne pétrolière était bien plus généreuse qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me sidère. Et j'observe au passage que nous avons un éminent ancien ministre centriste français qui prétend électrifier l'Afrique, Jean-Louis Borloo, qui, dans une interview télévisée, décrit ce discours comme, je le cite, un monument de vision. Voilà, il était l'invité de Sassou Nguesso à l'investiture. Alors, par ailleurs, un mot quand même sur... Avec une ancienne ministre socialiste, Fatima Benguigui, pour ne pas la nommer. Yasmina, pardon, excusez-moi. Alors, je reviens sur le cauchemar récurrent du Poul dont parlait Denise tout à l'heure. Vous savez, j'ai joint par téléphone il y a quelques jours Guy Brice Parfait-Kolela, donc arrivé deuxième lors de cette élection, et qui au passage était soutenu par le pasteur Toumi dans cette campagne électorale. Il me dit, écoutez, vraiment, j'ai pas le temps. Là, je suis vraiment trop préoccupé. Je me dis, j'ai des morts sur les bras, je le cite. Il y a des bombardements d'hélicoptères. Je n'y étais pas, nous n'y étions pas. Mais en tout cas, voilà ce qu'il me disait au téléphone en direct. Alors, un dernier point.
on ne va pas non plus magnifier la trajectoire politique du fameux pasteur Ntoumi, Frédéric Minsamou, de son vrai nom. C'est quand même quelqu'un qui a commencé sa carrière en prétendant guérir de manière miraculeuse des maladies mentales. Bien sûr. Et puis c'est surtout quelqu'un qui est devenu, au prix d'un accord, après la fameuse guerre du Pool, jusqu'en 2003, et avec ce titre extraordinaire que je veux livrer à nos auditeurs et téléspectateurs, il était délégué général auprès du président de la République, chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. Bref, en fait, sinécure. La vertu de cet accord passé avec Sassou, c'était de lui permettre de garder sa garde prétorienne, 75 hommes, des anciens miliciens, les ninjas Siloulou, comme on les appelle, et avec armes lourdes, mitrailleuses, etc. etc. Donc, il n'y a au fond jamais eu de consommation de ce mariage contre nature. On me dit même qu'ils ne se sont jamais rencontrés en tête-à-tête pour parler d'une mission qui a été définie en 2007. Voilà. Alors revenons quand même, Denise, un peu à propos de cette investiture de Denis Sassou Nguesso. On a seul le ministre canadien des Affaires étrangères, Stéphane Dion, pour ne pas le nommer, a franchement dénoncé par un communiqué assez rude le processus électoral, dit-il, qui a abouti à l'investiture de M. Denis Sassou Nguesso. Or, à Paris, on est un peu plus discret. Alors, cela dit, on ne peut peut-être pas critiquer Sassou Nguesso et ménager Idriss Déby, qui, dit-on, a été réélu la nuit dernière. Oui, mais parce que Sassou Nguesso aussi, à un moment, souvenez-vous, au moment du référendum pour justement un nouveau mandat, il avait reçu presque le soutien de Paris. Absolument. Ouais. Donc, même si Paris avait rétropédalé après, mais le soutien était là. C'est ce qui lui a permis d'aller jusqu'au bout de ce référendum et de se faire élire le 20 mars dernier. Donc, que les Canadiens soient aujourd'hui les seuls à critiquer. En tant que membre de la francophonie. En tant que membre de la francophonie, mais je pense que ça a toujours été un peu ça. Le Canada ne s'est jamais aligné sur les positions françaises pour critiquer les scrutins en Afrique. Clientélisme, question de clientélisme. Fatimata, cette différence d'approche? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, clientélisme. Mais je pense aussi que Sassou Nguesso, là, avec cette élection du 20 mars, je pense qu'il y a un cap qui a été franchi. À charge à l'opposition de mieux s'organiser et de mieux se fédérer forcément pour les prochaines échéances. Parce que là, je pense qu'il y a eu un Rubicon qui a été franchi clairement avec cette élection-là et cette parodie d'élection, évidemment. Voilà, il pense que les choses vont se tasser rapidement. Très rapidement, pour souligner à quel point la France est devenue inaudible sur ce sujet. Voyons la séquence. On a quand même cette déclaration effarante de François Hollande disant qu'il a parfaitement le droit de consulter son peuple au moment du référendum dont on sait les mérites. Ensuite, Paris se borne à dénoncer, à souligner le caractère préoccupant, le contexte préoccupant de cette élection pour enfin, alors ça c'est un exercice de logomachie diplomatique formidable qu'on doit enseigner dans les écoles, appeler toutes les parties à la retenue. Voilà. Ça ou rien, c'est la même chose. Évidemment. Voilà. On en vient à la photographie malienne. D'abord, cette photographie est en deuil avec la mort de Malick Sidibé à l'âge de 80 ans. C'était jeudi dernier. Et puis à Paris, une grande exposition est consacrée à l'œuvre de Sédou Keïta. Alors d'abord, Malick Sidibé, qui a eu les honneurs d'un hommage national au Mali. Le sujet est présenté là aussi par Emmanuel Godard de TV5 Monde. Son studio dans le quartier de Bagadadji à Bamako est en deuil. Ce lieu qui a toujours été ouvert à tous. Certains venaient même de loin pour se faire tirer le portrait. C'est son fils qui reprendra le flambeau et continuera de faire vivre le mythe. Un des grands monuments, je peux dire maintenant en Afrique, vient de perdre maintenant un des grands artistes maintenant en Afrique. Donc voilà, le moral n'est pas au top. Bon, on y sera. Comme Malick disait, il dit que maintenant la vie continuera maintenant après lui et sans lui la vie continuera. Les photos de Malick Sidibé, c'est toute l'histoire du Mali, de l'indépendance du pays, que la jeunesse prend à bras-le-corps, des portraits de la vie quotidienne. C'est là la vie. Les jeunes, c'est la vie. Pas nous, mais eux, c'est la vie. Donc, ils m'amusaient et j'étais content de leur action, de tout ce qu'ils faisaient. Et ça m'amusait aussi. Ça veut dire qu'il y avait une certaine innocence de la vie. La joie, la musique, la fête, l'espoir et l'avenir. L'œuvre de ce pionnier connaît une renommée internationale. Malick Sidibé a reçu le Lion d'Or à la Biennale de Venise en 2007 pour l'ensemble de sa carrière. Le prix Hasselblad ou encore celui du Centre international de la photographie à New York. Cette reconnaissance ne l'a pourtant jamais éloigné des rues de Bamako et de ses habitants,
c'était le plus important pour lui. Voilà, l'adieu à Malick Sidibé, Denise. On a évoqué son studio dans le sujet, un studio par lequel vous êtes passé comme bien d'autres étrangers de passage à Bamako. Oui, effectivement, comme tous les Bamakois et les Bamakoises que Malick avait plaisir à filmer, il avait vraiment ce talent pour capter ces instants de vie de la société malienne. Et moi, ce que j'appréciais surtout, c'est quand on fait le parallèle avec Sédou Keïta, qui était également malien, que Malick considérait d'ailleurs comme son maître. Il faut faire un peu le parallèle. Tous les deux sont morts à l'âge de 80 ans. Oui, c'est dire combien la photographie conserve, peut-être. Je ne sais pas. Et révélatrice aussi. Elle est révélatrice. Oui. Ce que j'aimais bien, c'est cette utilisation du noir et blanc. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes photographes sont plus attirés par la couleur. Et ils avaient ça en commun, c'est qu'ils avaient le talent, mais également beaucoup d'humilité, comme on le disait dans le reportage. Malick Sidibé, malgré le Lion d'Or, est resté vivre à Bagadaji, ce quartier de Bamako, où il allait tous les matins. Le seul luxe qui s'était offert, c'était sa vieille Mercedes Bordeaux, qu'il avait beaucoup de plaisir à conduire. Il se garait là et puis il s'entretenait avec tous les étudiants qui venaient des 4 coins du monde le rencontrer. Et Vincent? Pour suivre le parallèle, ce sont aussi deux autodidactes, deux photodidactes, dirais-je. Vous savez, il y a cette fameuse formule sur le griot. On pourrait dire aussi qu'un photographe malien, en l'occurrence, qui meurt, c'est une photothèque qui brûle. Mais non, parce que justement, il y a tout ce legs. Et alors, à propos du leg, il y a aussi quelque chose de commun, me semble-t-il, dans les deux univers visuels de l'un et l'autre. En visitant l'autre soir l'expo du Grand Palais, auquel vous faisiez allusion à l'instant, je me disais, au fond, il y avait quelque chose de très touchant dans notamment le maniement de ces accessoires de la modernité et de l'émancipation. La Vespa, le vélo, les montres, parfois la voiture, lunettes, la montre, la radio, etc. Et on pourrait, d'une certaine manière, sous-titrer cette expo à cause de cette troublante nostalgie qui flotte d'image en image. À l'époque, on pouvait encore croire que tout serait possible. Il y avait là une sorte de douceur, une sorte d'espérance qui, hélas, a été en partie déchiquetée par les rigueurs de l'histoire. Voilà. Alors, Fatimata, Malick Sidibé donc s'en est allé au moment où on célèbre Sédou Keïta ici à Paris, au Grand Palais. Vincent vient d'en parler. Et ces photographes, finalement, ont connu une renommée mondiale qu'à partir des années 90, c'est-à-dire au moment où ils ont été découverts par Françoise Huguier, une photographe française passionnée d'Afrique, par André Magnin, un explorateur d'art, par Monique Barbier-Muller, une collectionneuse suisse, Pierre Amrouche, peu ou prou. Bref, il a fallu quand même cette passerelle, ce lien toujours avec Paris, carrefour des arts, et ça l'est vraiment pour les arts africains, y compris traditionnels, avec le musée Branly, par exemple. Absolument, absolument. C'est sûr que ils ont acquis une dimension internationale et leur œuvre, parce que, évidemment, le souci du cadrage, ce sont des studiotistes, d'abord. Ils font de la pose, ils font des poses extrêmement cadrées, extrêmement travaillées. C'est-à-dire que malgré le dénouement, parce qu'il faut voir, d'ailleurs c'était frappant dans l'expo dont il venait de parler, Vincent Ougeux, donc de Sédou Keïta au Grand Palais, on voit par exemple que le sol est à peine balayé. On voit toutes les traces, donc on voit vraiment qu'il est ancré dans le quotidien. Et donc Sédou Keïta était, lui, dans la pose, alors que Malick Sidibé, lui, était dans le mouvement. Et donc c'est ça qui est très frappant. Si vous voyez la photo Nuit de Noël de 63, elle est absolument magnifique. Et on voit le mouvement, la danse. Lui, il aimait se sortir-là. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la nouvelle génération. Pour ne citer qu'un Sénégalais, Omar Victor Diop, évidemment, qui, lui, a repris les codes de la pose en faisant quelque chose d'extrêmement moderne. Et en travaillant la couleur. En travaillant la couleur, évidemment, et en l'exportant. Alors lui, du coup, il fait le pari inverse, c'est-à-dire qu'il est connu de l'étranger d'abord, avant de revenir sur le continent. Donc il y a vraiment une dialectique qui se fait quand même aujourd'hui. Et grâce toujours au carrefour des arts que représente Paris. Un dernier mot avant de clore cette émission, Denise, un mot sur Prince, qui vient de disparaître, qui n'a jamais fait de concert, disparu à 57 ans aux États-Unis, cette grande star de la pop musique. Un artiste complet, ce qu'on peut dire, musicien, compositeur, excellent danseur. On l'a toujours comparé à Michael Jackson, dont on disait qu'il était meilleur danseur et artiste plus complet que Michael Jackson. Bon, les fans perdent une vedette. Une icône s'en va, Fatimata. Une icône absolument irrésistible. Il était absolument fantastique, génial, bouleversant, transgenre.
transraciale. Qui cultivait aussi un peu, et qui cultivait absolument ambiguïté ça, permanente, cette ambiguïté permanente et qui voulait comme David s'adresser Bowie d'ailleurs. à tout le monde, à l'universel finalement. Voilà, un dernier mot, peut-être vous êtes un peu mécontent de cette débauche Non, je ne dirais pas d'infos autour casser de l'ambiance. Je mesure bien à quel point la douleur des fans est prégnante. Simplement, je trouve toujours que cette sorte de frénésie commémorative dit plus de nous-mêmes que de l'artiste qui vient de disparaître. Et pour rester d'ailleurs dans l'image précédente, celle des photographes, dans une forme de nostalgie d'une jeunesse enfuie. Voilà, voilà qui est bien résumé. C'est la fin de cette émission. Merci Denise Epoté, merci Fatimata Ouansagna et Vincent Hugeux, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Et puis un salut également à Alain Salel, fidèle technicien du son d'Afrique Presse, qui prend une retraite bien méritée. C'est donc le début d'une nouvelle chose, le début d'une nouvelle vie qui l'attend. Voilà, vous pouvez retrouver cette édition sur les sites de RFI et de TV5 Monde, site internet. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.